Derrière ces sapins au garde-à-vous, l'un des plus beaux panoramas au monde. Nous sommes au cœur du massif des Alpes. Des paysages où la nature paraît toute puissante et largement préservée. Un espace de liberté exceptionnel pour tous ceux qui veulent sortir des sentiers battus. Une illusion, car lorsque l'on s'approche, on découvre une autre réalité. Éboulement, recul des glaciers. À mesure que la température augmente, les Alpes souffrent et le mal s'amplifie au fil du temps. On a perdu 128 mètres d'épaisseur, ce qui correspond à une perte moyenne sur 30 ans de 4 mètres par an. Partout, les glaciers les plus connus reculent. Ce sont des indicateurs du réchauffement planétaire. Et plus on monte en altitude, plus dur est le constat. Ce glacier, c'est comme ma grand-mère. Et je crois que personne n'a envie que sa grand-mère meure plus vite que prévu. La glace, l'eau, la neige, rien ne résiste plus au bouleversement du climat. Et si le ski reste le modèle économique pour la région, son temps semble compter. Si on ne s'adapte pas, on est mort. Aujourd'hui, la température se réchauffe 2 fois plus vite en montagne qu'en plaine. Étiré au cœur de l'Europe, le massif alpin est éclaté entre 8 pays, dont l'Autriche, la Suisse, l'Italie et la France. Notre première étape, Chamonix, l'aiguille du Midi en face du Mont Blanc. Elle culmine à 3842 mètres. Ici, c'est un peu le terrain de jeu de Ludovic Ravanel. Il est géomorphologue au CNRS. Voilà mon bureau une partie de l'année. Bureau qui est quand même assez fantastique, hein, avec en toile de fond la dent du géant, les grandes Jorasses, le Mont Rose, le Grand Combin, le Cervin, l'aiguille verte. Et puis le sommet du Mont Blanc à 4809 mètres d'altitude, avec le Mont Maudit, le Mont Blanc du Tacul, le Dôme du Goûter. C'est quand même un endroit extraordinaire. Même quand il vente, même quand il fait froid, on a plaisir à venir ici. Ce jour-là, Ludovic n'a pas le temps d'apprécier le décor magistral. Il a du travail. Là, je vais aller vérifier l'état d'un capteur qui me donne plus d'informations depuis quelques mois. Donc je vais descendre, là on est dans la face nord de l'aiguille du Midi. On est sous les câbles du téléphérique. Et donc je vais descendre sur une trentaine de mètres pour aller vérifier l'état du capteur. Il faut être vigilant. Sous ses pieds, plusieurs centaines de mètres de vide. On va avoir peur, hein. C'est quelques sensations. Rien ne lui fait peur. Il faut dire qu'il est l'héritier de l'une des plus grandes familles de guides de Chamonix. Vaut mieux savoir où on met les pieds, hein. Ouais, là c'est encore du solide. Pourquoi après c'est plus délicat?
Les blocs éventuellement peuvent bouger davantage les uns par rapport aux autres. Ah, c'est-à-dire qu'un bloc peut tomber là. Un petit peu plus bas, mais là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On va laisser passer la benne. Dans la cabine, une cinquantaine de personnes. Pas de temps mort pour les visites. Vérifier un capteur défectueux ou ausculter les parois rocheuses, les occasions ne manquent pas de descendre en rappel. Surtout que ces dernières années, la montagne est de plus en plus fragilisée. On a un forage, c'est-à-dire un trou de 10 mètres de profondeur jusqu'au cœur de la montagne. Ce trou, il est instrumenté avec des capteurs de température répartis sur ces 10 mètres de profondeur. Et on enregistre comme ça la température depuis bientôt une dizaine d'années. Il faut imaginer qu'au cœur de l'aiguille du Midi, ça se réchauffe de 0,17 degrés par an, ce qui est quand même considérable. Ça veut dire que nos montagnes en général se réchauffent. Rien que sur les parois, c'est 1 degré de plus tous les 6 ans. Des chiffres impressionnants qui montrent l'accélération du phénomène de surchauffe en montagne. Ici, autour de l'aiguille du Midi, Ludovic Ravanel dispose de 35 capteurs. Bon, c'est bon, tout doit fonctionner. Ce qui est une bonne nouvelle. En bas, ça soufflait. C'est sûr qu'il y a 10 ans, j'imaginais pas la rapidité des processus sur lesquels je travaille. J'imaginais pas que ça se produirait aussi vite et que le réchauffement se fait aussi rapidement. Et a fortiori, quand on se projette dans 20, 30 ou 50 ans, on a du mal même en tant que scientifique à imaginer quel sera l'état de la montagne à ce moment-là. Depuis quelques années, il est aux premières loges pour constater une augmentation notable d'éboulements, ou pire, d'écroulement de pans entiers de la montagne. Le dernier en date a eu lieu ici, au cœur de l'été. Voilà l'écroulement du 22 août 2018 au niveau de l'arête des Cosmiques. Donc l'arête des Cosmiques, c'est celle qui débute au niveau du refuge des Cosmiques. Et sur la gauche de la dent de gauche, 2300 mètres cubes sont tombés l'année dernière. C'est parti de ce secteur-là, avec encore un petit peu de la glace dans la cicatrice de l'écroulement. Ce jour-là, il est en mission. C'est lui qui filme. Le permafrost cède. À lui seul, ce mot évoque le réchauffement climatique. Le permafrost, c'est la glace qui soude les masses rocheuses entre elles. Dès que les températures dépassent les -2 degrés, la glace ne joue plus son rôle de ciment. Ces falaises abruptes, qui font la légende du toit de l'Europe, se délitent alors sous les coups de boutoir de la chaleur. Canicule après canicule, la glace se dégrade de plus en plus profondément. Donc ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, on a des événements de plus en plus volumineux qui surviennent à travers les Alpes. Partout dans la chaîne, au-dessus de 2500 mètres d'altitude, le permafrost, les parois gelées, ne résistent pas à la hausse des températures. La preuve. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Nous sommes à 100 km de l'aiguille du Midi, dans le canton du Valais en Suisse. Chute spectaculaire. Mais ce n'est pas la seule. Un peu plus loin, toujours dans les Alpes-Orientales, à la frontière entre la Suisse et l'Italie, le Piz San Gallo, une montagne qui culmine à 3369 mètres. Plus de 3 millions de mètres cubes se décrochent et tombent sur le glacier juste en dessous. Il provoque une avalanche, puis une coulée de boue qui parcourt 6 km.
c'est dans l'histoire récente la plus grande quantité de roches, de boue et de glace qui s'écroule dans les Alpes. Bondo, le village qui se trouve en contrebas, a pu être évacué à temps. Ce sont les premières images du village prises le lendemain. La boue s'est infiltrée jusqu'aux portes des maisons. Dans le glissement de terrain, 8 randonneurs perdent la vie. Partout, la montagne bouge, mais difficile pour un profane de s'en apercevoir. Quand les visiteurs arrivent ici, ils ne voient pas de changement, pas d'effet du changement climatique. Et pour autant, on a un glacier ici qui perd en épaisseur. Mais là, il faut avoir le regard d'un scientifique pour savoir que depuis le début des années 80, on a perdu 30, 35, 40 mètres de glace ici, alors même que ça reste tout blanc. Et ce qui nous interpelle le plus, c'est l'évolution de ce type de face nord. Ici, c'est le triangle du Tacul, avec à la fois du rocher, de la neige et de la glace. Et dans la partie basse du triangle du Tacul, par exemple ici, on étudie la glace. C'est de la glace qui a 2750 ans et qui aujourd'hui est en train de fondre. Donc on remet en question un véritable patrimoine glaciologique et un patrimoine aussi pour les alpinistes, puisque les alpinistes remontent ces couvertures de glace. D'ici quelques années, dans ce triangle du Tacul, il y aura tout simplement plus de glace. Première victime de ces changements, les alpinistes. La fragilité des parois augmente les risques. Chutes de pierre ou de blocs sont plus nombreux comme ici, dans le couloir du goûter, surnommé le couloir de la mort. De 1990 à 2017, 102 personnes ont perdu la vie. « 230 ont été blessés dans cette voie qui permet d'accéder au sommet du Mont Blanc. Les services de secours, gendarmerie ou protection civile multiplient les interventions. Rien que dans le massif du Mont Blanc, 850 missions en moyenne chaque année. Un chiffre qui évolue très peu, car les guides de haute montagne n'emmènent plus de randonneurs sur les tracés les plus dangereux et mortels. Surtout à l'arrivée des premières chaleurs du printemps. L'activité l'été est même fortement déconseillée. Il est loin le temps où Jacques Balmat et Michel Paccard gravissaient pour la première fois le Mont Blanc. C'était en 1786. La menace de chute de blocs n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. La surchauffe de la montagne n'empêche pas des dizaines de milliers de visiteurs de se presser vers les hauts lieux du tourisme alpin. Mais ce qu'ils découvrent en prenant ce train est plus qu'alarmant. Là encore, il faut l'expertise de Ludovic Ravanel. Voilà, les premiers trains en 1909 qui déversent leurs premiers touristes pour venir voir justement la mer de glace, plus grand glacier français.
Ici, le train avait déjà été construit, on est dans les années 1910, et on a encore la surface très chaotique qui a été observée par les premiers touristes anglais en 1741. Et c'est justement en voyant cette surface chaotique qu'ils l'ont comparée à une mer très agitée qui aurait gelé d'un seul coup, d'où le terme de mer de glace. Quand les premiers touristes débarquent sur la mer de glace, ils découvrent un paysage exceptionnel. Il suffit de regarder ces vieilles photos ou cartes postales. Sur cette aquarelle de la fin du 19e siècle, on voit le glacier au bord de la commune de Chamonix, qui n'est alors qu'un petit village. Aujourd'hui, le recul est impressionnant. Alors la mer de glace, aujourd'hui, est au fond de la vallée. Et il y a encore un siècle et demi, le glacier arrivait au niveau de la végétation en face. Et cette limite est située 220 mètres au-dessus du glacier actuel. Donc on a perdu tout simplement 220 mètres d'épaisseur en un siècle et demi. La mer de glace n'est plus qu'un fleuve, mais le troisième plus grand glacier d'Europe reste toujours aussi fascinant. En août 1909, Édouard Spelterini organise un vol au-dessus de ce site remarquable. Il prend des images depuis une montgolfière. À cette époque, il ne savait pas qu'elle serait utilisée à des fins scientifiques. En octobre 2017, une équipe de photographes et de chercheurs écossais refait le parcours en prenant des photos aux mêmes endroits qu'Édouard Spelterini. Leur comparaison montre d'énormes différences. Voici la mer de glace en 2017. La même en 1909. L'épaisseur s'est réduite comme peau de chagrin. Le glacier n'est plus ce qu'il était, paysage perdu pour les générations futures. Seule subsiste une grotte, mais chaque année, il faut la reconstruire. Et pour y accéder, il faut constamment ajouter des escaliers. Aujourd'hui, pour visiter la grotte de glace, on a 430 marches à descendre. C'est toute la perte d'épaisseur du glacier depuis le milieu des années 80, quand la télécabine a été construite. En 2021, toutes les infrastructures qui mènent à cette grotte seront encore déplacées plus en amont. Pour Ludovic Ravanel, il ne s'agit plus de réchauffement planétaire, mais d'urgence climatique. Ici, on a une glace dans laquelle est creusée la grotte qui a entre 250 et 300 ans vraisemblablement. Et d'ici 1 à 2 ans, elle aura de toute façon complètement fondu, complètement disparu. Ce paysage quasi lunaire gagne chaque année du terrain. Dans les années 80, tout simplement, quand j'étais petit, je pénétrais dans le glacier 130 mètres plus haut. Et donc aujourd'hui, quand on voit cette couverture de cailloux quasiment continue sur l'ensemble de la partie basse du glacier, c'est vraiment troublant. C'est encore plus troublant de se dire que d'ici quelques années, ici, il n'y aura plus de glace, définitivement plus de glace. Un symbole fort des Alpes agonise, et ce n'est pas le seul. Les pics des Drues sont l'emblème de la compagnie des guides de Chamonix. C'est aussi le décor du premier de cordée, le roman de Roger Frison-Roche. En 2005, un été chaud et des pluies abondantes ont eu raison du pilier Bonatti, qui mesurait 500 mètres de haut. Dans le massif, rien n'est plus épargné par le changement climatique. Comme les falaises, les routes des Alpes sont un élément intime du paysage. Un ruban d'asphalte qui épouse le relief de la montagne et qui part à l'assaut des cols. À certains endroits, il frôle même les précipices.
Ailleurs, comme ici, il franchit les gorges de l'Arly. Nous sommes sur la route départementale 1212. Anne Lescurier est géologue. Elle voue une admiration sans borne aux ingénieurs qui ont dompté la montagne. C'est elle qui veille sur cette artère qui voit passer en hiver, la saison haute, près de 5000 voitures par jour. C'est une route qui est très importante puisqu'elle relie 2 départements. Elle relie donc des stations de ski par exemple comme Chamonix en Haute-Savoie et en Savoie on a Tignes, Val d'Isère. Et donc forcément c'est le trafic qui va avec, que ce soit touristique ou local. Anne travaille pour le conseil départemental de Savoie. Elle dirige le service des risques naturels. Et ici, dès que l'hiver approche, elle ne chôme pas. Depuis sa construction, cette route est sous haute surveillance. Pas une année sans un éboulement et des travaux. C'est des gros investissements. Sur une vingtaine d'années, on a dépensé à peu près 40 millions d'euros, donc c'est énorme. Là, on va passer sous une zone où on a fait donc une cascade juste pour pouvoir préserver le trafic pour cet hiver, sauver la saison hivernale du bassin du Val d'Arly. Cette cascade a coûté à peu près 800 000 euros. Si on ne faisait pas ces travaux-là, on était obligé, aux premières chutes de blocs qui allaient tomber, de fermer le Val d'Arly. Et donc toutes les stations environnantes n'avaient plus d'accès principal. Moins d'une quinzaine de kilomètres de bitume qui longent la rivière. Anne connaît chaque virage, chaque flanc de falaise. Elle se souvient du moindre éboulement et recense toutes les menaces potentielles. Donc l'éboulement des Cliés, en 2014, on a à peu près 9000 m3 qui sont partis. Et c'est parti de tout en haut, là où on voit la partie verticale. Ça a complètement occulté le tunnel, on ne voyait plus le tunnel. Images impressionnantes tournées le lendemain de la catastrophe. Et très vite, les travaux pour déblayer les blocs démarrent. Sur les parois les plus fragiles, des capteurs ont été mis en place. Au moindre signe suspect, une alarme et les équipes d'Anne sont alertées. La route ne peut pas rester fermée trop longtemps. Alors là, c'est encore instable. Ce qui est en train de repartir, c'est tous les pronts. Donc là, ce que vous voyez, cet éperon-là avec les arbres là, qui sont dessus, il y a à peu près 10 000 m3. Il faut savoir qu'en août, ça bougeait d'à peu près 2 mm par mois. Et en décembre, on est passé à 3 cm par jour. Donc on a une accélération qui est phénoménale. Quelques jours après notre passage, la route est de nouveau fermée. Le pan de la falaise a fini par céder. La départementale 1212 est aujourd'hui la route la plus chère de la France métropolitaine. Moi, je vais partir à la retraite avant que ce soit terminé. Mais cette route, elle date de l'époque sarde. Ça fait depuis les sardes qu'on la traite et qu'on subit des éboulements, des chutes de blocs, etc. Depuis à peu près 4 ans, on a de plus en plus d'événements qui sont brutaux. On a des éboulements ou des réactivations de glissements qui sont énormes. Alors ici, on est sur Moulins-Ravier, la zone de Moulins-Ravier. Donc le 1er mai 2015, on a eu des pluies exceptionnelles. Qui ont généré des glissements de terrain avec là aussi des volumes exceptionnels. Et donc ça a fait monter le niveau de l'eau et l'eau est passée par-dessus la route et a fini par emporter 400 mètres linéaires de route. En 2015, donc avec la crue centenale et qui avait donc emporté la route à Moulins-Ravier, ici, ça s'est chargé en matériaux, ça a rehaussé le niveau de l'eau et donc l'eau a débordé sur la route. Et le pire, c'est qu'en fait, ça a failli faire fermer les 2 usines qui sont en contrebas, ce qui aurait été une catastrophe économique, puisqu'il y a à peu près 1000-1500 personnes qui travaillent sur ces 2 usines-là. Dans les Alpes, la hausse des températures peut également avoir des effets
pour le moins surprenant. Nous partons pour la vallée d'Aoste, une région située au nord-ouest de l'Italie et bordée par la France et la Suisse. À 3500 mètres d'altitude, le plateau Rosa avec son glacier, ses dizaines de milliers de skieurs et son cloche-merle. Pour comprendre cette drôle d'histoire, il faut entrer dans le refuge. Lucio Rucco dirige les 2 restaurants. Chaque matin, un rituel, un café serré et le lever des couleurs. Une tradition qui l'honore, quelles que soient les conditions météo. Nous sommes sur la frontière. À ma droite, l'Italie. À ma gauche, là où il y a les pistes de ski, la Suisse. Le refuge se trouve juste au milieu. Entre Suisse et Italie, le refuge, perché sur une crête rocheuse, se situe au milieu du glacier Théodule, qui ne cesse de s'effacer. Chaque hiver, c'est impressionnant. D'un hiver à l'autre, on voit la différence et le glacier fond. C'est très très triste et très inquiétant. La fonte du glacier fait glisser la frontière, au point qu'aujourd'hui, le refuge italien jusque-là est désormais aux 3/4 suisse. Et ça change tout. En haute saison, les restaurants font d'autant plus le plein que les tarifs pratiqués sont italiens. Avec les prix italiens, les bolognaises sont à 13 €. En Suisse, elles coûteraient le double. Et ça serait un problème, car les Italiens ne viendraient plus. Avec la mise en place d'un nouveau téléphérique, sa clientèle sera encore plus nombreuse, raison pour laquelle il demande l'autorisation d'agrandir. Mais à qui s'adresser? Un casse-tête administratif pour Lucio et diplomatique pour les gouvernements italiens et suisses. À moins d'écouter une idée plutôt originale qui permettrait aux 2 pays de s'entendre. Pour régler le problème, voici ma proposition. Je ferai une ligne de démarcation, ici même. De ce côté-ci, la Suisse, où l'on mangerait du rösti, et de l'autre côté, l'Italie, où l'on aurait des pâtes. Il y aurait une séparation et pourquoi pas une table où l'on pourrait manger à la fois suisse et italien. Un rapprochement culinaire en quelque sorte. Les autorités vont-elles l'entendre de cette oreille? Pas sûr, mais Lucio reste confiant. Aux dernières nouvelles, le refuge pourrait finalement rester italien. La Suisse accepterait de céder le terrain en échange d'un autre bout de terre un peu plus loin. Avec les canicules annoncées pour les années à venir, la frontière risque encore de bouger. Les paysages alpins vont continuer d'évoluer. D'ores et déjà, les impacts du changement climatique sont visibles et ressentis partout. Direction Tignes, l'une des plus grandes stations de ski françaises. Ici, dans le massif de la Vanoise, le slogan des années 80 a fait long feu. On ne skie plus 365 jours par an. La faute au glacier de la Grande Motte, qui lui aussi recule. Marianne Bréchu était vice-championne du monde de freeride. C'est ici qu'elle a fait ses premiers virages. Très attachée à cette station, elle milite aujourd'hui pour que tous ceux qui empruntent ces pistes soient plus conscients des changements en cours, ici ou ailleurs dans les Alpes. À titre, on essaie de sensibiliser à la question du changement climatique. Je ne sais pas si on essaye de sensibiliser à Tignes, je pense pas, non. Il y a une pancarte? Oui, il y a une pancarte. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Je n'en sais rien. Je botte en touche. Des interrogations qui ne pèsent pas lourd face à l'industrie des sports d'hiver qui rapporte chaque année plus de 7 milliards d'euros, rien que pour les Alpes françaises. Ça fait longtemps que vous venez ici? Ah bah depuis que je suis née, à peu près. Il y a des zones du glacier où j'ai passé mon enfance, comme beaucoup de montagnards et de skieurs qui viennent s'entraîner sur le glacier de Tignes. Ici, les preuves des effets du changement sont déjà flagrantes. Le glacier, c'est toute la Grande Motte là sur sa partie haute.
avec un sommet qui culmine à 3600 mètres. Et puis ce glacier, il vient, ou en tout cas il venait, se terminer ici sur ces pentes. Malheureusement, les zones glaciaires ont vraiment disparu ces 5-10 dernières années. On a vu ces rochers apparaître. Et quand on voit la vitesse à laquelle ce glacier disparaît, c'est... Voilà, c'est... Ce glacier, c'est comme ma grand-mère. Et je crois que personne n'a envie que sa grand-mère meure plus vite que prévu. Une agonie où le mal est parfaitement identifié, la hausse des températures. Ça va, mon beau Jean-Louis? Ah ben, Jean-Louis, c'est un fameux coach, entraîneur de ski alpin qui a entraîné les jeunes de Tignes comme moi pendant des années et des années. Il est un amoureux de cette montagne. Allez, allons voir ce glacier. Jean-Louis, c'est aussi la sentinelle du glacier. Impressionnant vu d'ici. Hein. On mesure le trou. Ouais, là où on était tout à l'heure, là. Le relief des pistes a complètement changé avec la fonte glaciaire. Cette piste-là, elle est méconnaissable. C'est-à-dire qu'on a des falaises là où il y avait des crevasses. En bas de la piste, on a des espèces de canyons. Le mal évolue tellement rapidement que Jean-Louis imagine déjà le pire des scénarios. Ça va quand même super vite, c'est-à-dire dans 70 ans, théoriquement, si ça continue comme c'est actuellement, on n'aura plus de glacier à Tignes. Bon, je vais te montrer sur l'autre côté, là. C'est là qu'il y a eu 40 mètres de perte d'épaisseur, voilà, sur le rocher. Quand on était jeune Ouais. et qu'on apprenait à faire du ski hors piste, on traversait tout droit, là, sans pousser, sans rien. Il n'y avait pas de falaise à monter. Et on voit vraiment les 40 mètres en vertical qui ont disparu. Pour ces amoureux de la Grande Motte, le glacier représente la force de la nature. Mais qui s'en soucie aujourd'hui? Quand on voit l'évolution, on peut être attristé, très clairement. Dans nos stations aujourd'hui, le but c'est de faire de l'argent à très court terme. La vision pour les générations futures, pour moi, c'est... on se moque. Personne s'en préoccupe. Non, ou alors si, mais c'est de la démagogie, on fait semblant de s'en occuper. À un moment, il va falloir prendre le taureau par les cornes, et les gens des stations de haute altitude seront les derniers impactés, donc ils ne sont pas inquiets. On peut faire de l'argent en gardant une éthique. Une fuite en avant, alors que le climat devient fou. En montagne, les effets sont 2 fois plus importants qu'en plaine. On n'a pas, ces 15 dernières années, on tous, hein, nous aussi, hein, finalement suffisamment eu conscience des choses. Jusqu'à peut-être que ce soit tellement visible qu'on ait cette sensation qu'il fallait vraiment maintenant se mobiliser. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on attende de nouveau. On a des preuves sous nos yeux. Il faut qu'on essaye de réfléchir à un nouvel équilibre entre l'économie touristique en montagne et l'évolution du climat en montagne. Aujourd'hui, Marianne ne cherche plus à améliorer ses chronos. Elle s'engage plutôt dans une course contre la montre pour sensibiliser les plus jeunes aux effets du changement climatique. Nous partons à Thônes, en Haute-Savoie. C'est l'une des rares communes où l'on enseigne les métiers de la montagne. Ce jour-là, l'ancienne championne de ski anime une réunion avec des élèves qui veulent tous devenir moniteurs de ski ou guides de haute montagne. Quand on est en ville, un petit peu plus loin de tout ça, on entend parler des températures, du changement climatique. Nous, on voit les glaciers sont vivants et on les voit se transformer sous nos yeux. On les voit disparaître, mourir sous nos yeux. Saint-Pierre-en-Chartreuse. Un discours choc pour éveiller les consciences. Il y en a qui pensent qu'on va encore skier en 2050. Quoi? Mais si. Ça va pas être sur de la neige naturelle au final, au fur et à mesure des années. Même là cet hiver, on a vu au Grand Bornand ou au Lac Clouzet, il y a des pistes où il y avait vraiment que la neige synthétique. Et aux alentours, c'était encore vert ou couleur d'automne. Donc ouais, on va pouvoir skier, mais ça va être que des canons à neige s'il y a de l'eau encore suffisante.
Non, bah, si on fait beaucoup d'efforts, oui, on pourra peut-être toujours skier, mais ce sera plus aux mêmes altitudes que de nos jours et plus dans les mêmes conditions, c'est sûr. Il y a pas mal de petites stations chartreuses qui sont soit en train de fermer, soit pensées fermer à cause du manque de neige des années précédentes. Là. Ouais. Voilà. Et alors, quelle solution ils ont trouvé? Ils investissent pas plus. Et juste, en fait, ils arrêtent de se prendre la tête avec les canons à neige. Ils font juste avec la nature, en fait. S'il neige, il y a de la neige. Et s'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de neige, tant pis. La nature, elle s'est toujours adaptée. Nous, les montagnards, aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, ça craint. Le changement, il est là, on voit qu'il est exponentiel. Eh bien, ensemble, surtout vous les jeunes, adaptons-nous. N'attendons pas d'être face au mur quand il n'y aura plus d'eau, etc., ou plus de clients. À vous d'être créatifs pour l'avenir. À une dizaine de kilomètres du centre de formation, La Clusaz, en Haute-Savoie. Il est à peine 6 heures du matin. Nous sommes avec Guilhem Motte, le chef des pisteurs de la station. Où on a quasiment plus de 100 km de pistes à surveiller, à checker et puis à entretenir durant l'hiver. Et là, l'obsession le matin, c'est de savoir s'il y a de la neige. C'est toujours l'angoisse, on peut appeler ça comme ça, puisque on sait en général qu'elle arrive. Par contre, on sait difficilement quand. Donc tant que la neige n'est pas là, on ne peut rien faire. Pour réduire les aléas, le domaine s'est équipé de canons qui fabriquent de nuit le plus souvent de la neige artificielle. Aujourd'hui, sur les pistes, il y a 336 enneigeurs capables de produire 500 000 mètres cubes de neige. Donc ici, on est sur la piste de l'Étrive, à la Clusaz, à 1200 mètres. On a un enneigeur qui est actuellement en fonctionnement. Ce qui est envoyé dans l'enneigeur, c'est de l'air et de l'eau, et rien d'autre, avec une grosse pression qui permet justement de pouvoir faire transformer l'eau en cristaux de neige. Ceux-là, ils ont travaillé toute la nuit, ils sont tous asservis à distance par un pilotage automatique, suivant la température et aussi suivant les ressources que l'on a en eau, les ressources en électricité, les ressources en air sur le terrain. Dans les domaines de ski français, un tiers des pistes sont pourvues de canons à neige. Pour les dirigeants de la Clusaz, pas question pour le moment d'augmenter la neige de culture. Mais quand sera-t-il demain ? Avec le réchauffement climatique, le paradis blanc pourrait se transformer en paradis artificiel, comme en Autriche, où les chiffres explosent. Près de 70% des domaines sont équipés de canons, 80% aux États-Unis. Des enneigeurs qui sont très gourmands en eau. Depuis le début des années 80 et les hivers sans neige, on trouve de plus en plus de retenues collinaires. Ce sont des lacs artificiels où l'eau de pluie est stockée. Dans les années qui viennent, il faudra disposer d'eau en plus grande quantité pour alimenter les enneigeurs. C'est le nerf de la guerre. À l'automne 2018, la Clusaz en manquait déjà cruellement pour accueillir une population qui passe de 1500 à 25 000 pendant l'hiver. Un dilemme pour le maire. Alors, un verre d'eau et une neige artificielle. Voilà. Alors, vous choisissez quoi? Moi, je choisis les deux. Oui, les deux? Les deux. C'est-à-dire? Parce que l'eau, eh bien, c'est la vie. Il faut boire, nous en avons besoin pour vivre. Et puis, la neige, c'est le travail. Donc, c'est l'économie de notre village. Donc, on fait une réserve d'eau qui sera uniquement alimentée par de l'eau potable. Et on créera en même temps une usine de traitement qui sera là en permanence. Et il suffira simplement de tourner une vanne pour que, en cas de pénurie d'eau, on puisse se servir de cette eau qui sera traitée, qui repartira pour la population humaine. Un 5e lac artificiel. À l'avenir, toutes les stations des Alpes seront confrontées à cette question de l'eau et à son partage. Et pour cause, les experts prévoient d'ici à 2100 une hausse des températures de 2 à 6 degrés.
Quant aux précipitations neigeuses, le réchauffement climatique les rend moins prévisibles. Parfois, elles sont très abondantes, parfois pas assez. Et elles n'arrivent pas toujours au moment opportun. Bref, il neige de plus en plus mal. Direction le col de Porte en Isère, à seulement 20 minutes de voiture de Grenoble. Altitude, 1325 mètres. Nous sommes fin janvier et le niveau de la neige est en dessous de la normale saisonnière. À cette période de l'année, la neige elle doit arriver où normalement? Par là. Souvent, ouais, ça peut arriver qu'elle arrive plus haut. Ouais. Voilà, on va dire. Ce jour-là, Samuel Morin accueille une dizaine d'étudiants européens. C'est lui qui dirige le centre d'études de la neige, l'un des seuls de ce type dans le monde. Je vous fais des traces. Suivez-moi. Interdiction de marcher en dehors des traces. Le site est un laboratoire à ciel ouvert. Et le manteau neigeux, la matière première qui est étudiée sous toutes les coutures. Donc vous voyez ce groupe d'instruments autour de nous, il y en a beaucoup. Ici, vous avez un mât pour pouvoir mesurer le vent à la hauteur standard, qui est de 10 mètres. Et il y a un capteur de radiation. Le centre a été créé en 1960, à une époque où personne ne parlait encore de réchauffement planétaire. C'est une banque de données exceptionnelle pour appréhender la fonte du manteau neigeux à cette altitude. Si vos capteurs sont couverts de neige ou gelés, rien ne peut être mesuré de manière efficace. Leurs méthodes de travail sont éprouvées. Nous allons faire une petite fosse. On va couper juste ici. Je pense que c'est bon. Ici, vous pouvez voir très facilement qu'il y a différentes couleurs. Là, c'est blanc, là, un peu plus crème, et en bas, c'est plus gris. Bien sûr, l'idée est de procéder à différentes mesures. Mais ici, nous allons surtout observer le type de neige. Selon la nature de ces cristaux, ils pourront détecter les couches les plus fragiles du manteau neigeux. Température, vitesse du vent, poids et densité de la neige. Des éléments qui permettent de prévoir les risques d'avalanche et d'établir des statistiques sur l'enneigement. Sur ce graphique, nous avons les données des 60 dernières années environ. Et on le voit, ça se réchauffe. 0,9 degré de plus ces 60 dernières années, c'est énorme. La moindre hausse de 1 degré a des effets dramatiques sur la neige. Météo France et l'IRSTEA, l'Institut national des sciences de l'environnement, ont fait des projections, les premières qui intègrent la neige artificielle. Leurs prévisions sont sans ambiguïté. Sur cette carte, tous les domaines en rouge et en noir n'auront, avant 2050, plus assez de neige pour accueillir les skieurs. Pour la fin du siècle, c'est bien pire. Dans le scénario climatique le plus pessimiste, il ne resterait que 24 stations sur les 142 actuellement présentes dans les Alpes. Pourtant, certains domaines continuent d'y croire. Sur le même site que le centre d'études de la neige, la station du col de Porte. Située au cœur de la vallée de la Chartreuse, elle aurait déjà dû fermer sans la volonté d'un homme. Didier Bic. Vous aurez la gentillesse de vous mettre un peu plus. Voilà. C'est vous qui me dites, hein. Et je vous regarde vous? Avec grand sourire, bien sûr. De celui qui est heureux qu'il y ait beaucoup de neige? J'ai bien vu quand je faisais l'acteur l'autre jour que j'étais pas bon pour être un acteur. On peut pas être et acteur et entrepreneur. Ouais, c'est sûr. Didier Bic est pourtant un acteur majeur dans la relance de cette station quasi abandonnée. En 2015, il relève le défi en reprenant en main le domaine en quasi-faillite. Un pari pour le moins audacieux. Mais rien ne l'effraie. Là, vous n'avez que de la neige naturelle ici. Oui, que de la neige naturelle qui est tombée récemment, un peu tardivement. Et l'objectif, c'est de mettre de la neige de culture pour toute cette zone qui est extrêmement commerciale. Comme vous voyez, c'est là que les enfants apprennent à skier. Donc c'est là qu'il faut sécuriser la neige. Allez, comme ça, regarde. Avec ses pieds, on vient pousser sur les talons. À ses yeux, le col de Porte doit rester une station familiale où les plus jeunes peuvent apprendre à skier. Bravo, dis donc, tu l'as fait.
Mais pour combien de temps? L'enneigement artificiel entretient l'idée que tout est encore possible. Juste le tapis pour la fille. Pour ses proches, l'aventure paraît bien risquée. Il est courageux quand même, votre patron, d'investir ici. Il est derrière. Ça vient de la vieille, hein. On ne lui fait pas. Hein. Il écoute pas là, hein? Non, non, pas. Il est fou. Parce que c'est difficile l'hiver, le ski ici. C'est de plus en plus aléatoire, hein? Il y a 40 ans de ça, ici il y avait 2,50 m de neige du début à la fin de l'hiver. Maintenant c'est autre chose, hein? L'entrepreneur est un enfant du pays. C'est là qu'il a appris à skier, d'où cette envie chevillée au corps de relancer cette petite station. Il a déjà mis 200 000 € de sa poche. Pour s'adapter aux défis qui s'annoncent, il sait qu'il va devoir encore investir quelques centaines de milliers d'euros. Quand on dit de vous, vous êtes fou d'investir ici. Non, pas complètement, peut-être un petit peu, il faut un tout petit peu de folie bien sûr, mais non, normalement, un schéma comme ça, globalisé, c'est encore plus vrai pour les stations de moyenne ou de basse altitude, où le tout ski évidemment est fini depuis un moment, même déjà pour certaines. En revanche, il faut trouver, c'est pas évident, hein, mais il faut trouver des sources de complémentarité au ski. Une station 4 saisons. Le seul moyen de ne pas mettre la clé sous la porte. Encore faut-il obtenir les autorisations pour mettre en place de nouvelles infrastructures. Pas simple, car le domaine est entouré de forêts qui sont gérées par l'ONF, l'Office national des forêts. Sans son accord et celui de l'État, rien n'est possible. Le début d'un parcours du combattant, mais Didier Bic ne manque pas de courage. En Isère, le domaine du col de Porte n'est pas le seul à faire sa révolution. D'autres stations dans les Alpes commencent aussi à penser à des lendemains qui déchantent, des lendemains différents. C'est le cas de la commune d'Autran-Méaudre. « 3000 habitants environ à l'année. Nous sommes ici à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Une hauteur où la neige n'est plus aussi régulière qu'avant. Thierry Gamot, le maire, n'hésite pas à donner de sa personne pour promouvoir les offres ludiques du domaine. C'est nouveau comme activité pour l'hiver? Pour l'hiver et pour l'été. Pour le printemps et pour l'automne. 4 saisons. Et ça marche, neige ou pas. Enfin, le deuxième. Allez, eh ben, c'est parti. Pour le plaisir. Une prise de risque au départ. Le lieu choisi pour implanter cette nouvelle attraction n'était autre que la piste où les habitants apprenaient jusque-là à skier. Donc quand on a dit qu'on allait démonter les remontées mécaniques, certains ont un petit peu rouge pété. Puis aujourd'hui, le succès de l'activité est tel que ça a mis tout le monde d'accord. Il ne faut pas hésiter à se lâcher. Hein. Là, j'avoue que j'étais encore un peu sur les freins. On a toujours peur, on a l'impression qu'on va verser dans les virages, mais en fait pas du tout, il n'y a aucun risque. C'est marrant. C'est-à-dire qu'un maire doit préparer l'après-ski, c'est ça? Oui, et même si le ski existe toujours, puis il existera pendant encore bien des années, il faut qu'on puisse offrir une palette d'activités, neige ou pas. C'est ça vraiment l'essentiel, quoi. Ici, désormais, on se met au kitesurf et à bien d'autres activités qui, d'ordinaire, sont pratiquées l'été en bord de mer. Ok, je te suis. C'est parti? On y va. Aujourd'hui, pour l'élu, initiation au fat bike, une mode importée des États-Unis. Super, hein? C'est un vélo électrique. Ah ouais, c'est hyper agréable. Ah, disons, ça tire, là. Hein? Ah ouais, c'est incroyable. Hein? Ah oui, il y a une grosse différence. Je suis en turbo, là. Ouh. Pas plus difficile que rouler à l'île de Ré. Hein. Ah non, c'est vraiment... En plus, c'est super confortable. Ouais. Ça fait longtemps que le tout ski, c'est fini. C'est même un slogan. Le tout ski, c'est fini, mais sans le ski, tout est fini. Un slogan et un leitmotiv pour guider la commune vers une meilleure adaptation
à l'urgence climatique. On connaît les perspectives, elles sont quand même un petit peu inquiétantes. On ne peut pas rester les mains dans les poches en attendant je ne sais pas quoi. Il faut qu'on commence, c'est comme un gros paquebot qu'il faudrait faire tourner. Il va y en avoir pour des années à faire cette révolution. Mais il faut l'entamer tout de suite, on ne peut plus attendre. Si on ne s'adapte pas, on est mort. La commune doit sa notoriété, au-delà des Alpes, à une course légendaire de ski de fond, la Foulée Blanche, une épreuve tant pour les skieurs que pour les organisateurs. Bonjour. Willy, tu as dormi combien d'heures depuis une semaine? Pas beaucoup. Pas beaucoup, il dit pas beaucoup. Et la deuxième, juste derrière Céline. Non, mais c'est l'enfer, enfin l'enfer. Ou le paradis, je sais pas comment il faut dire, mais c'est très compliqué. Et les gens s'en rendent pas compte, parce que le travail qui se fait en coulisses, c'est énorme, quoi. Ces 5 dernières années, faute de neige, cette course populaire qui a rassemblé jusqu'à 17 000 participants a été annulée à 2 reprises, en 2015 et en 2017. En plus de 40 ans, la Foulée Blanche est devenue une institution. Mais avec les années qui passent, son organisation risque d'être plus aléatoire. Forcément, dans les temps qui viennent, il faudra qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se réorganise? C'est ça ou arrêter? Et arrêter, pour le moment, il n'en est pas question, parce que ça fait tellement partie de notre histoire locale que ça serait un déchirement, quoi. Pour le maire, chaque course qui a lieu est une victoire. Mais il sait que l'avenir dans ces vallées, au cœur des Alpes, paraît plus embrumé que jamais. Il sait aussi que les montagnards ont des ressources. Eux qui, au début du siècle dernier, vivaient chichement, ont su s'adapter aux changements dictés par l'essor vertigineux du ski. À condition de s'y préparer dès maintenant, l'avenir peut offrir de nouvelles perspectives au massif alpin où l'or blanc pourrait devenir plus vert et peut-être plus prometteur.